Salut, je suis Douleur Ngilamoto, votre humble serviteur. J'écoute Diaf Radio. Faites comme moi pour être heureux. Écoutons tous Diaf Radio. Diaf Radio, la chaîne qui brise les chaînes. Et si nous vous disions Corona, vous tous ajouteriez volontiers virus. Eh bien, le coronavirus dicte sa loi depuis de longues semaines à travers le monde. Grands et petits, vieux et jeunes, filles ou garçons, riches comme pauvres, en payent le prix fort. Qu'on soit en Asie, d'où est partie cette pandémie qui éclipse déjà les maladies telles le sida, en Europe, en Océanie, en Afrique ou en Amérique, l'on vit désormais au rythme de cette maladie dont la cause est un simple virus. Oui, un virus de prime abord banal, mais dont les dégâts qu'il cause sont, pour ainsi dire, drastiques, tragiques, voire apocalyptiques. Tout le monde passe à la trappe. Manu Dibango et Pape Diouf tutoient désormais les anges du fait du coronavirus. Le monde entier est ébranlé par cette pandémie. Nul n'y résiste. Nos habitudes sont désormais commandées par ce virus dont même les scientifiques les plus futés et les plus émérites n'auraient pas vendu cher la peau. Les dégâts collatéraux causés par le coronavirus sont immenses. Le temps a suspendu son envol malgré les vœux du poète emblématique Lamartine. Toutes les sociétés, ou presque, sont en arrêt. L'économie mondiale verra à coup sûr ses ailes brisées, tel un oiseau que l'on abat en plein vol. Le mot à la mode est confinement. Oui, confinement, parlons-en. Nous vivons tous, chacun cloîtré chez lui comme un ermite dans sa tour d'ivoire. Et le fait de sortir aujourd'hui est synonyme d'encourir un gros risque. Les portes de nos domiciles sont à longueur de journée hermétiquement fermées. Plus possible de rendre visite à ses proches comme si on était en terrain conquis ou comme si on entrait dans une église. Et tiens, même les églises sont obligées de compter le nombre de leurs ouailles. Dans une église, on se tient les uns à très bonne distance des autres. Il faut désormais montrer patte blanche pour avoir accès à un frère, un ami, un parent ou un collègue. Bref, depuis mars dernier, le coronavirus est dans l'air et nous sommes à l'ère du coronavirus. Ne pas disposer d'un masque ou d'un cache-nez, c'est selon, s'apparenterait à embrasser ce minuscule virus que personne ne voit, mais qui sème la désolation à son passage. Nos hôpitaux sont devenus des mouroirs, plus d'espace pour caser ceux qui sont des milliers à être pris en otage par le coronavirus et qui sont en attente d'une éventuelle guérison à laquelle ils sont très peu légions à s'attendre. Les morgues sont bondées de ces personnes innocentes happées par le Covid-19 qui leur a arraché la vie ou abrégé leur existence. L'Italie caracole en tête des pays les plus touchés par la pandémie que représente le Covid-19. Outre ce pays d'Europe qui pulvérise tous les records et devient ipso facto tristement célèbre, il y a dans l'ordre l'Espagne, la France, les États-Unis et la quasi-totalité des pays du monde qui se disputent le deuxième rang. Tous arrivent dans le bateau comme des sardines ou comme dans un mouchoir. Le peloton est vraiment serré. Les chiffres donnent à la fois du tournis et froid dans le dos. Ils font perdre, pour ainsi dire, le sommeil. Les scientifiques sont aux abois et voient quelque peu leurs limites. Mais face à ce désastre qui guette l'humanité entière, les chercheurs scrutent inlassablement les astres et invoquent les divinités pour un éventuel secours. En Afrique, le Cameroun arrive en deuxième position derrière l'Afrique du Sud parmi les pays les plus touchés par le Covid-19. Les pouvoirs publics camerounais se battent de leur mieux pour freiner l'installation ou la propagation du Covid-19 dans ce pays situé au cœur de l'Afrique centrale. Jusqu'ici, les fruits tardent à tenir la promesse des fleurs et le Covid-19 gagne progressivement de l'espace au Cameroun. La riposte gouvernementale du Cameroun est-elle suffisamment efficace? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Y a-t-il des fissures dans cette stratégie contre le Covid-19
Où est passé Paul Biya, le capitaine du bateau Cameroun, depuis que cette pandémie s'amplifie au Cameroun? Quid des fonds de solidarité lancés ça et là pour colmater les brèches? Voilà des questions et bien d'autres qui vont meubler cette édition de On ne se fait pas de cadeaux sur votre chaîne radio de prédilection, Diaf Radio, qui émet depuis Paris, au cœur de la capitale française. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Diaf Radio, bienvenue dans On ne se fait pas de cadeaux sur Diaf. Émission mise en onde et réalisée par Guy Herman Dassapi. Je suis Cyril Kemenyé pour mener ce débat des titans qui mettent en scène 3 personnes. D'abord, Abdelaziz Moundé-Ndimbam, journaliste consultant. Il est également là, le député RDPC d'UNCAM. Lui, c'est Samuel Motte, qu'on ne présente plus. Et en position de sentinelle, c'est un autre journaliste, lui Magloire Kemayou. Mesdames et messieurs, gardez l'écoute. On ne se fait pas de cadeaux sur Diaf. À tout de suite. Diaf Radio, oh oh oh, qui s'y frotte, s'y accroche. Diaf Radio, la chaîne de référence qui sans cesse fait la différence. On ne se fait pas de cadeaux sur Diaf. Déroule donc aujourd'hui le tapis rouge à 3 grosses pointures qui ont le don et les facultés nécessaires pour décrypter l'actualité au Cameroun. La première de ces grosses pointures que nous allons accueillir aujourd'hui et que nous nous faisons le plaisir de présenter, c'est bien sûr Abdelaziz Moundé-Ndimbam. Il est journaliste consultant, réputé panafricaniste jusqu'au bout des ongles. Il est très accro aux questions citoyennes, aux questions d'émergence de l'Afrique et aux questions liées à la fois au patrimoine et aux droits de l'homme. Il a la particularité de ne pas avoir la langue dans la poche et il s'est appelé Chat. Abdelaziz Moundé, bonjour. Bonjour Cyril Kemenyé. Merci Abdelaziz Moundé. En face de vous, on va accueillir quelqu'un qui va nous parler depuis Yaoundé. Lui, c'est Samuel Motte, qu'on ne présente plus, je l'ai dit, député RDPC. Il a longtemps défendu, n'est-ce pas, le bilan de Paul Biya. Il prend fait et cause pour son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Avec lui, nous essayerons de passer au peigne fin les tenants et les aboutissants de la riposte gouvernementale au moment où le Covid-19 est à des années-lumière d'avoir dit son dernier mot au Cameroun. Samuel Motte, bonjour et bienvenue sur Diaf Radio. Nous vous accueillons, nous sommes à Paris et vous à Yaoundé. Bonjour, député honorable. Bonjour Cyril, bonjour à tout le monde. Je suis seul, un petit démon. Tout à l'heure, vous avez commencé avec une autre qui m'a semblé un peu défaitiste. On ne peut pas dire que le virus dicte sa loi. Nous devons considérer qu'à partir du moment où nous devons vivre avec des virus, et nous considérons qu'également c'est un élément qui s'ajoute à notre environnement. Et il faudra en tenir compte pour l'avenir. Parce que dire qu'elle nous dicte la loi, ça veut dire que nous sommes moins devenus des esclaves, quoi, nous sommes des hommes libres. Je vous le concède, honorable, mais j'ai quand même précisé, soit dit en passant, que le Cameroun donne le meilleur de lui-même pour barrer la voie à ce virus, dicter sa loi. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé la panacée. Je n'avais pas pensé arriver vers le Cameroun, mais ne pensez pas non plus que c'était une autre façon de défendre le régime. Non, je dirais seulement que nous sommes des êtres humains libres et nous devons tenir compte également de notre environnement parce que la liberté également, c'est pas quelque chose qu'on achète avec de l'argent. La liberté s'acquiert par le respect des lois et des règlements d'un environnement donné. Ah, merci. Et la précision en valait la peine. On pourra considérer également que la présence des évolutions a également fait partie des demandes de l'environnement dont on doit tenir compte pour après demain pouvoir prendre telle position. D'accord. En deuxième partie de ce programme, nous allons donner la parole à quelqu'un qui est également journaliste, bien connu sur la place parisienne, mais il n'a jamais oublié d'où il vient. Lui, il va jouer le rôle de sentinelle de ce débat. On ne se fait pas de cadeaux sur Diaf. Lui, Magloire Kemayou, que nous allons accueillir en deuxième position du programme. Son expérience dans la pratique du plus beau métier du monde fait quasiment l'unanimité. Il est établi en France de longue date. Il ne loupe rien de l'actualité camerounaise et africaine. On n'aurait pas tort de dire de lui, Magloire Kemayou, qu'il est de loin l'un des journalistes les plus proches de son pays, le Cameroun. Nous allons entrer dans le vif du sujet dans un très très court moment. Regardez l'écoute. Diaf Radio,
la chaîne qui brise les chaînes. Bon, chose promise, chose due, nous accueillons donc nos deux premiers invités en attendant de donner la parole à notre sentinelle en deuxième partie du programme. Alors, honorable député Samuel Motte, l'actualité au Cameroun est dominée par quelques décès qu'on ne peut pas passer sous silence. Votre homonyme et proche du régime, Samuel Wembe, est décédé hier. Toutes sortes de choses se disent au sujet de ce décès. De quoi est mort votre homonyme, Samuel Wembe? Non, ça a été reconnu qu'il est décédé dessus de Covid-19, mais on a tenu également à préciser, mais c'est d'ailleurs le cas de la plupart des gens qui nous quittent aujourd'hui à cause de ce virus-là, c'est qu'effectivement, il était fragilisé par d'autres pathologies. Et donc, nous déplorons effectivement qu'il soit décédé, quelle que soit l'appartenance politique qu'il pourrait revendiquer. Par ailleurs, c'est un citoyen que nous avons perdu, un citoyen de référence. Je voudrais d'ailleurs lui rendre hommage et puis également présenter mes condoléances à sa famille. Est-ce qu'on peut y voir des relations de cause à effet? Parce qu'on dit qu'il a côtoyé quelques personnes qui en ont souffert. Je répercute simplement les propos de l'homme de la rue, de l'opinion nationale, voire internationale. Est-ce que vous en avez une idée, honorable député? De manière précise, non, mais il est évident que c'est un virus, on le contacte, hein. On le contacte parce qu'on a approché quelqu'un qui en souffre. Et je crois que c'est les seules voies de contagion qu'on nous a données jusque-là. Bien entendu, bon, il y a également le phénomène de patient zéro dans une localité, mais concernant la ville de Douala, on ne peut plus considérer qu'il peut être un patient zéro puisque la ville aujourd'hui a un certain nombre de cas qui ont été identifiés. Alors, Abdelaziz Moundé, journaliste, consultant, ces derniers temps, vous avez fait des sorties suffisamment virulentes pour décrier la façon dont le Covid-19 est géré par le gouvernement camerounais. Mais d'ores et déjà, vous avez écouté ce qu'a dit Samuel Motte au sujet de Samuel Wembe, dont nous saluons aussi la mémoire. Comment pourriez-vous réagir aux premières lumières de Samuel Motte? Abdelaziz Moundé Ndimbam. Vraiment, on est africain. Je pense que le sens de la dignité, de la fraternité fait que nous nous inclinons devant la mémoire de Samuel Wembe, qui est un homme pluridimensionnel, un entrepreneur, un homme d'affaires émérite qui a montré ses talents dans divers domaines de l'activité économique nationale et qui, rejoignant les rangs du RDPC, en a été un député plutôt remarquable pour son parti politique. Et donc, nous saluons la mémoire de ce citoyen camerounais, d'ailleurs, un citoyen camerounais. Et puis, autrement, sur la question du coronavirus, en fait, justement, ça met en lumière, ça jette une lumière crue sur la problématique générale du coronavirus au Cameroun de manière générale. Oui, le mot de contamination, ce sont ces gouttelettes, ces postillons qu'on rejette à travers les éternuements, la toux, quand on n'a pas de masque, lesquels postillons, quand ils sont déposés sur une paroi, une porte, qu'on touche par la main, au contact de la main qui touche le visage, eh bien, c'est effectivement le seul mode de contamination jusqu'ici homologué par l'OMS. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'OMS, c'est à partir du 11 février qu'on a déterminé le nom de la pathologie, donc avec le directeur général de l'OMS, et le 17 mars, ils ont effectivement considéré qu'il s'agissait d'une pandémie avec un certain nombre d'informations précises. Le Cameroun a vécu deux séquences à partir du moment où, avant les mesures du Premier ministre le 17 mars, on avait indiqué qu'il y avait un certain nombre de personnes qui revenaient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au Cameroun, ils sont en quarantaine, d'autres pas. Il y a M. Sambia et les qui sont revenus au Cameroun. Ils n'ont pas fait l'objet de test, ils n'ont pas fait l'objet de quarantaine. Il y a des membres du gouvernement, le Premier ministre en l'occurrence, ou le ministre Alain Mimé également, qui sont extirpés de la quarantaine, et le président de l'Assemblée nationale, très honorable Tabaye, qui n'a pas sacrifié à cette exercice. Donc, à partir du moment où on a un 2 poids 2 mesures dans la gestion, justement, prophylactique de cette maladie, à partir du moment où on a traîné à prendre un certain nombre de mesures, à partir du moment où on a hésité, on a tangué un tout petit peu à prendre des mesures. Regardez Cyril Kémeni, à quel moment les députés, à quel moment les hommes politiques de l'opposition sont consultés par le Premier ministre. Et pratiquement un mois après que la pandémie se répande au Cameroun, on est à près de 1000 cas, donc entre 800 et 1000 cas, et le Premier ministre demande les propositions de l'opposition en ce moment-ci. La gestion de crise au Cameroun
on est coutumier de ce fait-là. L'opposition, les forces vives au Cameroun, il faudrait que le Covid-19 nous apprenne enfin à dialoguer. De ne plus attendre simplement que le président Paul Biya attende des mois, des années quand on réclame le dialogue national, des mois quand on réclame à travers des hommes politiques de l'opposition qui demandent que le président Biya s'exprime comme les autres présidents africains, qu'on attend qu'il y ait tant de cas, tant de morts, peut-être qu'au Cameroun on a encore une dizaine de morts, qu'on attend tant de cas, tant de morts pour que le Premier ministre puisse édicter des premières mesures comme celle du 17 mars et la dernière mesure, celle des masques obligatoires sur laquelle nous allons revenir. Ah oui, justement, en un mot avant que nous ne repassions la parole au député Samuel Motte, vous y voyez une légèreté, une espèce de laxisme dans la façon dont le gouvernement gère ce Covid-19, Abdelaziz? Ce n'est pas simplement une légèreté, c'est un mode justement de gouvernance. À partir du moment où il y a au Cameroun la colonne vertébrale, celui qui définit et conduit la politique de la nation, c'est le président de la République, c'est le chef de l'État. C'est l'article 5 de notre Constitution. Je parle sous le contrôle de la présence d'un élu, un parlementaire. C'est le président de la République. Il y a des moments où on ne délègue pas sa fonction au sens de l'article 6, où le président de la République peut effectivement nommer un Premier ministre et un gouvernement qui met en œuvre sa politique. Il y a l'article 9 qui permet au président d'avoir des pouvoirs exceptionnels dans des cas d'état d'urgence. Beaucoup de pays africains, même pas simplement européens, la France, ont décrété un état d'urgence sanitaire. C'est qu'on a pris la mesure de ce qu'est le Covid-19. Le Covid-19 n'est pas simplement une pathologie, une pandémie, c'est une crise systémique dans le monde. Monsieur Samuel Motte, député à l'Assemblée nationale, devra, avec ses collègues de l'Assemblée nationale, notamment de son groupe parlementaire, le RDPC, à 152 députés, nous dire est-ce qu'on va faire un collectif budgétaire pour que les 4 951 milliards de budget de la loi des finances 2020 soient révisés, parce qu'on n'aura plus les mêmes recettes. On n'aura plus 444 milliards de recettes pétrolières. On n'aura plus la dotation générale de décentralisation de 715 milliards, donc 15% du budget, parce qu'on n'aura pas les recettes fiscales et douanières, les recettes pétrolières correspondantes. Donc ça, c'est du niveau du chef de l'État. Le Premier ministre, c'est quelqu'un de compétent, de sympathique, de dynamique, de volontaire, mais ce n'est pas du niveau du Premier ministre. Nous sommes dans une crise systémique mondiale qui demande la concertation des chefs d'État de la CEMAC, la concertation des présidents de l'Union africaine, des chefs d'État de l'Union africaine. Même un sommet de l'Union africaine virtuel aurait déjà dû être convoqué. D'où vient-il que nous en soyons à supplier, quémander que le président de la République s'exprime sur une question qui demande que sa responsabilité pleine entière soit assumée? Oui, justement. On reviendra sur cette interrogation qui est à l'ordre du jour au Cameroun, en Afrique et le monde. Vous savez que même les médias occidentaux se sont saisis de cette absence du président Paul Biya. Personne ne sait où il est, sauf si dans le courant de ce programme, l'honorable Samuel Motte nous en dise un mot. Mais d'abord, honorable député, vous avez écouté Abdelaziz Moudé. Je ne veux pas que nous nous appesantissions sur la façon dont le gouvernement gère ce Covid-19. Je vais d'abord vous poser une question. La première, c'est de savoir quel est votre plus grand point de satisfaction dans la façon dont le gouvernement a géré ou continue de gérer ce Covid-19. Qu'est-ce qui vous donne le plus satisfaction, honorable député? On n'a pas à avoir de satisfaction à ce stade de la bataille parce que la situation d'aujourd'hui peut être source de désastre demain. Nous sommes en train de lutter au quotidien pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut traverser sereinement cette bourrasque-là qui nous a été imposée par l'environnement. Après la période de bataille, on pourra savoir si nous avons été à la hauteur ou on n'a pas été à la hauteur. Mais ce qui est essentiel ici, c'est que je souhaiterais qu'on évite, parce que là, il vous a vu qu'Aziz nous amène assez rapidement vers le champ des polémiques. Évidemment, quand on est en situation de crise, il faut éviter les polémiques tout simplement. Parce que et c'est le problème que j'ai avec mes amis, effectivement, qui sont battus en guerre en ce qui concerne un certain nombre de vérités révélées. Il n'y a pas de vérité révélée dans un environnement où les gens réfléchissent. Il y a effectivement des constatations que l'on peut avoir sur là pour pouvoir trouver une solution, mais également, ayons l'humilité d'intervenir dans un champ comme celui-là où il y a plusieurs réflexions qui peuvent être menées. Disons tout simplement, nos propositions font partie de l'éventail de choix possibles, fait partie des choix, des possibilités possibles que l'on peut faire dans le cadre d'un phénomène donné. Cette histoire-là de penser qu'en réalité, qu'il y a une vérité que je vais asséner à l'autre camp parce que je pense qu'il y a la science infuse est de l'époque de Adam et Ève. Maintenant,
on peut discuter sur tout. Il n'y a pas de satisfaction à avoir. Il faut effectivement faire en sorte que ce virus-là puisse effectivement mettre hors d'état de nuire et que les Camerounais, les Africains, les citoyens du monde entier puissent continuer à vaquer à leur occupation parce qu'il y va même de notre existence propre. Et quand je vois effectivement les gens qui se perdent chaque fois, il fallait faire ça, il n'y avait qu'à faire ceci, ainsi de suite, au point de ressusciter cette vieille polémique qui consiste à dire que le PAN n'était pas fait confiner. Je signale tout simplement de confinement, au moment où le PAN entrait dans le territoire camerounais, le confinement n'était pas obligatoire. Maintenant, vous allez également repartir là-dedans pour pouvoir dire pourquoi ça l'a pas mis 5 ans avant, en se disant qu'il y avait un virus qui allait se propager ici ou là. Là également, nous essayons d'être pondérés, nous serons être modérés et froids dans la réponse que nous apportons à la crise. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des décisions qui ont été prises jusque-là sont des décisions graduelles. Si on considère qu'il y a un cas zéro qui a été importé à travers les voies aériennes, on prend une première dynamique, une première décision qui consiste à dire à partir de ce moment-là, on va commencer à surveiller les gens qui entrent, qui sortent de chez nous. Mais le confinement, là également, pour l'ensemble des leçons qu'on nous a enseignées jusque-là, il fallait absolument faire confinement intégral. Vous qui vivez en France, je commence, j'ai vu un reportage tout à l'heure, la semaine dernière à la porte de Carrefour, les gens commençaient à dire, mais confinement pour confinement, il y a quand même lieu à trouver une certaine poche d'assouplissement quelque part. Là également, j'ai aussi un reportage croisé qui nous venait de Hong Kong, qui consistait à dire, effectivement, là-bas, les gens n'ont pas été confinés, très peu de morts. Nous cherchons des solutions. Bien entendu, quand il parle de concertation avec les partis d'opposition, dans le cadre des suggestions que l'on peut faire en ce qui concerne ce genre de phénomène que nous gérons au quotidien, tous les avis sont attendus, à condition qu'on y vienne dans le champ des discussions avec le maximum d'humilité possible, parce que ce qui fait défaut aux gens qui sont en face, qui pensent effectivement qu'on peut utiliser une crise sanitaire comme celle-là pour pouvoir essayer de pousser ces pions politiques, c'est le manque d'humilité. Le gouvernement cherche des solutions. Effectivement, tout citoyen, qu'il soit camerounais d'ailleurs sur le plan mondial, qui pourrait avoir des suggestions à faire dans ce cadre-là, on le fera. Effectivement, à partir d'aujourd'hui, on a demandé qu'il y ait, au lieu de faire des confinements intégraux comme certains l'ont préconisé ailleurs, bien que même là, ça ne marche pas aussi fort que cela. On a demandé effectivement, et peut-être en prenant en plus ce qui a été fait à Hong Kong notamment, que tout le monde, quand il est dans la place publique, puisse porter un masque. Là, actuellement, j'ai mon masque. Et je pense que effectivement, les autres citoyens pourront également le respecter de telle manière à ce qu'on puisse voir si assez rapidement on peut sortir de la crise. Ça, c'était vos... Alors, parlons à présent de vos grandes déceptions. Vraiment de façon froide, M. Samuel. Les déceptions, c'est que les gens... Oui. Je parle de déceptions davantage d'ordre gouvernemental. Faisons fi pour l'instant des vieilles habitudes, des mauvaises habitudes acquises par les populations qui ont leur part de responsabilité, on en convainc. Mais si on vous demandait de dire ce que le gouvernement a fait dans la gestion de cette crise et qui ne vous est pas donné satisfaction, que répondriez-vous? C'est pas parce que je suis dans le RDPC que forcément je vais avoir que vous allez découvrir tout à l'heure. Autant je dis aux membres de l'opposition, à la société civile, qui est si vindicative, à apporter les yaka et les faucons dans le débat, autant il a dit, l'heure n'est pas à la polémique, l'heure est à la suggestion. Autant également, vous allez comprendre que citoyen que je suis... C'est davantage pour que nous trouvions notre solution, ce n'est pas pour polémiquer. C'est pour tout simplement dire, effectivement, je pense que nous avons un gouvernement qui a une certaine légitimité et un centre également de la décision. Voyons à l'évidence les décisions qui sont prises pour pouvoir dire est-ce qu'elles ont été bonnes. Mais encore une dernière fois, je suis du monde, vous avez dit tout à l'heure, je suis député, mais je suis accessoirement également expert comptable. Dans le monde dans lequel j'ai toujours fonctionné, il y a un cycle qui fonctionne parfaitement, c'est celui de la responsabilisation des gens, de l'allocation de ressources, de l'évaluation par rapport à la tâche qui a été menée et éventuellement de la sanction. Et dans le cadre de ce cycle-là, les gens qui sont aujourd'hui, c'est les gens qui sont dans le gouvernement. On attendra le temps nécessaire que la mission se déroule pour qu'éventuellement qu'on puisse voir, non, certainement qu'on fera une évaluation, mais aussi on va voir si c'est une sanction positive ou négative qu'on va lui donner. Je veux dire, à la limite, ils sont bien entourés, les gouvernants. Vous avez autour d'eux des médecins, des professeurs, des juristes, des sociologues,
qui peuvent participer à une meilleure prise de décision. Cette histoire qui consiste à dire on sort de sa chambre et on commence à dire il aurait dû faire ça, moi je ne céderai jamais à ce jeu. Demain, je me retrouverai à l'opposition, j'aurai également la même posture. On responsabilise une équipe à un moment donné, on lui donne les moyens nécessaires pour pouvoir agir. Après maintenant, comme nous sommes portés vers une sanction négative, on verra dans quelles conditions la sanction négative pourra lui être infligée. D'accord, honorable. Vous semblez donc dire, en des mots voilés, que l'opposition est constituée des personnes qui sont plus de grands diseurs que de grands faiseurs. On verra si Abdelaziz Moundé, on verra si Abdelaziz Moundé est de votre avis, parce que vous avez également dit quelque chose, Samuel Motte. Vous avez dit qu'en temps de crise, il faut apprendre à éviter les polémiques les plus inutiles. Et on va poser à Abdelaziz Moundé la question de savoir qui attise le feu ou les flammes de la polémique. Est-ce le gouvernement ou l'opposition? Est-ce que le fait pour le ministre de l'administration territoriale, Abdelaziz Moundé, d'avoir jeté l'anathème au MRC parce qu'il a pris la résolution d'en appeler à une levée de fonds est une forme de polémique cherchée à tout prix et à tous les prix par le MRC? Comment réagissez-vous, Abdelaziz Moundé, à ces propos de Samuel Motte? Il faut éviter les polémiques en temps de crise. Est-ce qu'il ne s'agit pas finalement de faire des crachats en l'air? Alors, trois choses. Moi, j'attends du député Samuel Motte qui nous donne des réponses, argumentées. Je n'attends pas de lui à la fois des leçons ou des anathèmes sur l'attitude des uns et des autres. Je n'attends pas de ça de M. Samuel Motte. M. Samuel Motte est ici en tant que citoyen. Mais c'est vous qui êtes dans l'anathème. Voilà, c'est vous qui assénez des vérités révélées. Je ne vous ai pas interrompu. Je vous demande du respect. Je vous demande du respect sur cette antenne. Ne vous fâchez pas non plus. Non, je vous demande de m'écouter autant que on a dit qu'on pouvait s'interpeller. Abdelaziz, concédons aux députés, peut-être, c'est peut-être une mise au point qu'il a voulu faire. Allez-y, développez votre argumentaire, Abdelaziz Moundé. Je souhaite qu'il écoute parce que je l'ai écouté, mais vraiment, il parlait tout à l'heure de vérité religieuse, révélée quasi religieusement. Et c'est important dans cette période de crise puisqu'il est pondéré. Donc, on va faire de la pondération. Donc, M. Samuel Motte, j'attends de lui des arguments. Il est député à l'Assemblée nationale. S'il jette le spectre, s'il ouvre son horizon, il ouvre ses yeux, il ouvre ses oreilles, il va voir qu'en Afrique, à côté de nous, au Gabon, au Sénégal, au Maroc, au Bénin, au Togo, il y a des pratiques qui sont diversifiées. La société civile, l'opposition et un certain nombre de personnes qui jouent un rôle dans l'espace public proposent, sont parfois en dissonance dans cette période-ci. En France, M. Mélenchon, Mme Marine Le Pen et d'autres pontes de l'opposition se sont exprimés sur la manière dont Emmanuel Macron gère la crise. Il y a une plainte qui est déposée contre le gouvernement français suite aux propos de Mme Agnès Buzyn, qui était dans le secret des dieux et savait quelles allaient être les conséquences de la crise du Covid-19. Donc, M. Samuel Motte, qui est en train de discuter avec moi aujourd'hui, le monde fonctionne non pas simplement avec vos lunettes, avec votre regard, mais aussi avec des regards qui sont pluriels, avec plusieurs manières de voir. Nous ne sommes pas un isolat dans le monde, M. Samuel Motte. Vous ne pouvez pas nous parler aujourd'hui de pondération, alors qu'on sait très bien même la violence symbolique qui est exercée. Première chose, ça, je voulais faire une mise au point sur cette question-là. Deuxièmement, concernant la question qui a été posée relative au ministre de l'administration territoriale. Le ministre de l'administration territoriale a convoqué un certain nombre de dispositions légales pour contrer une initiative salutaire, une initiative citoyenne, une initiative qui venait à point nommé de Camerounais qui veulent s'engager pour trouver des solutions. Quand on met en place une cagnotte, ici en France, on a recensé 3 950 cagnottes pour que les Français puissent mener des actions de solidarité dans le cadre du coronavirus. Ce n'est pas géré par le ministère de l'Intérieur. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas convoquer une loi de 1983 et un décret de 1985 pour parler de questions qui sont déjà pratiquées par les Camerounais dans le cadre de la crise, de la guerre contre Boko Haram, dans le cadre de la crise anglophone. Les Camerounais ont mené via les outils digitaux aujourd'hui, les Litchi, les PayPal, les Hello Asso, un certain nombre d'actions de mobilisation qui ont permis que nos frères réfugiés issus de la crise du Nord-Ouest, dont on a pris autant de temps avant d'organiser un dialogue national, ces frères et sœurs ont été soutenus par des fondations comme la Fondation Polaya Abin, le collectif Plus Jamais Sans, une association dédiée à la santé et à l'assurance maladie, portée par des Camerounais de France, dont ma modeste personne, pour que les réfugiés et les déplacés puissent avoir de l'eau, puissent avoir un peu à manger, puissent avoir des matelas, en parallèle de ce que l'État du Cameroun faisait.
le rôle de la société civile et des associations est d'accompagner et parfois de boucher les trous, y compris ici dans les pays occidentaux, y compris aux États-Unis, y compris dans un certain nombre de pays riches, ce que l'État n'arrive pas à faire. C'est le rôle des citoyens de le faire. Et quand on est opposant, quand on est dans l'opposition dans un pays comme le Cameroun ou ailleurs, qui a choisi un régime démocratique et multipartite, eh bien, on joue un rôle d'intermédiaire entre le gouvernement et la population, un rôle d'intermédiaire, au-delà du rôle qui est assigné par la Constitution de concourir à l'expression du suffrage. La sociologie politique nous enseigne. Les partis politiques, les hommes politiques sont là aussi pour l'influence et pour mettre la pression positive sur les gouvernants. Et c'est en cela que je salue toutes les initiatives qui ont été prises par la députée Nourane Petit et par le président pour que les Camerounais puissent participer très massivement à cette opération de solidarité. Alors, honorable député, vous avez écouté le journaliste consultant Abdelaziz Moundé Ndimbam qui accueille favorablement les multiples initiatives qui pourraient être prises par différentes parties prenantes, par différents partis politiques pour, n'est-ce pas, résorber, n'est-ce pas, cette crise qui est désormais pluridimensionnelle, qui est plurielle, qui a plusieurs facettes. Alors, on va rappeler que le gouvernement du Cameroun a décaisser 1 milliard de francs CFA. Il y a une polémique qui enfle. Si on faisait les calculs, un peu de calcul rapide, on verrait bien que chaque citoyen camerounais percevrait 40 francs CFA, pas plus, pour juguler cette crise qui n'est plus seulement sanitaire, mais qui est désormais économique, qui est socio-politique. Alors, les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement camerounais vous semblent-elles satisfaisantes et de nature à permettre vraiment aux Camerounais de tirer leur épingle du jeu, vraiment de façon tout à fait froide? Je laisse le soin nécessaire à Aziz de continuer avec ses analyses et puis ses sentences. Je ne serai jamais, en ce qui me concerne, je serai jamais sentencieux en ce qui concerne ce genre de problème. Je voudrais tout simplement rappeler qu'en ce qui concerne cette démarche-là, nous sommes à la quête de solutions. Dans le cas du milliard, c'est une première dotation qui a été donnée. Maintenant, les malins se disent on va diviser par ça par le nombre d'habitants. C'était pas le but du jeu de dire qu'on va mettre dans une cagnotte de l'argent que les gens vont se partager. C'est de dire effectivement, on va utiliser pour faire un certain nombre d'équipements. Et si vous avez vu, effectivement, si vous êtes dans les réseaux sociaux, vous allez voir que il y a comment on appelle, de campagne qui a été créé de toute pièce au camp militaire qui a fait l'objet d'un équipement en attendant effectivement, je sais pas moi, de recevoir des cas éventuels. Si on peut éviter effectivement que les gens puissent y entrer, ce serait une très bonne chose. Mais la vie est ainsi faite, c'est-à-dire que lorsque on cherche des repères, chacun de nous peut avoir ses repères. J'ai entendu effectivement quelque chose qui m'a fait bondir parce qu'il a cité notoirement Aya Abine dans le cadre des collègues des fonds. Il oublie également ce que moi, en tant que petit citoyen, j'ai dû faire dans ce cadre. Mais les citations, on peut également les avoir sélectives. C'est-à-dire que considérer que ton modèle à soi, c'est celui d'Aya Abine, ça ne sera jamais le mien. Parce qu'Aya Abine, c'est illustré comme étant une personne qui ne peut pas s'insérer dans un milieu social. Ça ne peut pas jamais, en ce qui me concerne, être une référence. Et donc, dans ce cadre-là, il faut effectivement continuer à chercher des solutions. Quand il revient effectivement notamment sur les histoires des fonds qui sont collectés. Cyril, nous sommes dans une société qui est cosmopolite, qui est complexe. Et quand il y a une loi qui est dictée, elle est faite essentiellement et généralement pour pouvoir protéger les plus faibles. C'est ça même le sens même de la loi. Et dans le cadre des appels à l'épargne publique, que vous soyez dans une société dans le monde dans lequel je fonctionne au quotidien, que ce soit là où on fait appel à l'épargne publique des honnêtes citoyens, il y a matière à, parce qu'autrement dit, les Madoff naîtront à chaque bout de la rue. Et quand il y a une loi qui existe, on la respecte. On la respecte. Et là, il est dans une défense de quelque chose qui est désespéré, qui est perdu d'avance, puisque même les initiateurs de ce projet-là sont rendus compte de leur propre bêtise. La preuve, c'est qu'ils ont demandé, invité à ce que certains responsables du gouvernement puissent être représentés dans le cadre du collège qui allait gérer ce fonds. C'est une forme de reconnaissance de ce qu'effectivement l'initiative n'était pas heureuse.
Et donc, si on l'a effectivement... Mais est-ce qu'on ne peut pas... Mais honorable, je ne vous coupe pas. Est-ce que le fait pour le MRC d'avoir voulu y associer les parties prenantes du gouvernement n'est pas une façon de prendre l'opinion publique à témoin et montrer après coup, parce que... Non. Après coup, parce qu'effectivement... On fait juste une explication pour comprendre. Ils se sont rendus compte, bien entendu, que c'est qu'ils étaient rentrés dans un cul de sac. C'est pour ça, effectivement, qu'ils cherchent. Mais bien entendu, pourquoi est-ce qu'il le faudrait... Quand on a ouvert une dotation pour pouvoir contribuer, la dotation ne peut pas refermer d'elle-même. Incitons les Camerounais à aller cotiser dans le cadre de la dotation officielle telle qu'elle a été initiée par les gouvernants actuels et qui ont une légitimité certaine à pouvoir créer des incidents à gauche ou à droite. Mais attendez, le Cyril, le jour où il y aura quelqu'un qui sortira du bois pour pouvoir flouer les populations, j'espère que vous n'allez pas vous retourner vers le ministre de l'administration territoriale pour pouvoir lui dire qu'est-ce que vous avez fait. Et dans le cadre effectivement des collectes qui sont initiées par les responsables de ce que nous voyons sur Internet ces derniers temps, c'est pas ça nous donne pas également beaucoup d'espoir. Hein. J'ai entendu des histoires de puces pour lesquelles l'argent a été détourné. J'ai entendu parler également des gens hurler sur tel ou tel collecte qui avait été fait pour lequel l'argent a été détourné. Ce n'est pas glorieux tout ça. Effectivement, si on peut contribuer, je pense, avec ce que nous faisons au quotidien, lui qui est réfugié là-bas en France, moi je vais distribuer des masques dans ma localité dans 2 ou 3 jours. Je n'ai pas besoin de mon pour pouvoir le faire. Et une fois que je vais distribuer ces masques, puisque les masques sont obligatoires et que ça peut sauver quelques vies, je ne vais pas également demander à mettre au pilori le gouvernement de la République. Et je le fais sur une dotation propre, pas sur les financements publics. Et donc, il faut également savoir à quel moment, à quel niveau on intervient dans la société. Effectivement, il a le droit de dire ce qu'il veut, parce que là également, je ne vais pas en guerre contre la critique. La critique fait avancer la société. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut avoir de la modération quand on fait, il faut être responsable. L'autre responsabilité nous appelle aujourd'hui à être soudés et à être solidaires par rapport à ce débat-là. Quand il me cite des exemples à gauche et à droite, effectivement, les opposants partout ailleurs ont été, je veux dire, d'une disponibilité sans faille quand il s'agit de les appeler pour pouvoir savoir quelle participation ils auraient. Chez nous, on n'a même pas attendu. On a commencé à dire dès le lendemain, nous, MRC, voilà ce que nous entendons faire, voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien. Il n'y a pas de bien absolu. Dans la cadre des décisions que nous prenons aujourd'hui, il y a une marge d'erreur. La marge d'erreur sera assumée par le gestionnaire. Malheureusement, je suis bien obligé de vous quitter parce que ma réunion a commencé depuis 3 minutes. Oui, avant de nous quitter, je vous suggère de nous accorder 5 petites minutes. On sait que vous êtes vraiment occupé. Vous êtes parti de Douala très tôt aujourd'hui pour vaquer à d'autres occupations du parlementaire que vous êtes. Mais avant de partir, je voudrais simplement vous rappeler à propos du bus du MSC que les dirigeants du MSC ont fait une sortie qui a permis, n'est-ce pas, de donner la preuve que l'argent avait été gardé par des personnes précises qui n'attendaient que le signal et l'argent a été reversé déjà au MRC. Donc c'est une précision, il n'y a pas eu de détournement de fonds de ce point de vue. Mais vous avez également dit... attendez, Aziz. Les gens sont si en droit de... oui, Cyril, ces gens sont en droit de se poser des questions. Les gens sont en droit de se poser des questions. Là, vous êtes dans une défense. J'espère qu'on défendra. Je voudrais également, pour la petite histoire... me permet de dire que Boris Bertol, Marc Seignon Ivoire et toutes les autres personnes qui avaient été impliquées dans cette levée des fonds, ces personnes ont reversé déjà l'argent au MRC après la mise au point qui avait été faite par les leaders de ce parti. Bon, si c'est maintenant qu'on nous apporte cette information-là. Non, ça a été fait. Boris Bertol, Marc Seignon Ivoire et les autres ont reversé de l'argent. Aujourd'hui, ils sont blancs comme neige. Oui. Par ailleurs, allez-y. Si vous avez le numéro de téléphone de Dioko, dites-lui bonjour de ma part parce que c'est mon camarade de campus. Ce que j'ai également entendu parler, Dioko Henry, oui. Ce que j'ai entendu également dire sur son cas personnel m'a également amené à poser ce genre me poser ce nombre de questions. Mais également, quand on dit effectivement qu'on essaie de réglementer un processus, c'est pour éviter ce genre de problème. Quand on commence à dire, mais si on met sur le compte personnel de tel ou tel individu, c'est pour ça qu'on a voulu associer les responsables du gouvernement. Non, on ne le fait pas après coup. Non, c'est pour cette raison-là, effectivement. Parce qu'une initiative, aussi heureuse qu'elle puisse être, peut être également brisée dans son élan parce qu'il y a plein d'interrogations qui entourent. Non, attendez. Non, Cyril, laissez-moi terminer.
Monsieur Samuel Mout, arrêtons la mauvaise écoutez Abdelaziz Moundé une seconde et on va conclure avec vous. Écoutons Abdelaziz Moundé une seconde. Arrêtons la mauvaise foi dans le débat public au Cameroun, monsieur Samuel Mout. En 94, ce ne sont pas les Camerounais qui ont organisé un coup de cœur. Et on connaît le résultat qui en est, ce qui en est résulté. Dites bonjour de ma part à Rindoko. Je vous en prie. Vous ne pouvez pas... Alors, honorable député, honorable député, où est passé Paul Biya? On va sortir avec vous sur cette question. Où est passé Paul Biya? Vous ne pouvez pas... Le président de la République, il est là où il doit être parce qu'il a jugé qu'il doit être à cet endroit-là. Mais encore une dernière fois, je considère l'amusement public. Tous les autres présidents que vous citez en exemple sont sortis faire de grands discours. Ça n'a pas pour autant arrêté la pandémie. Ça n'arrête pas la pandémie, mais les présidents exécutent, les présidents tiennent leur rôle constitutionnel. Ils tiennent leur rôle, de ce qu'ils peuvent également. Votre moralisme ne m'impressionne pas, monsieur Samuel Mout. Mais je ne fais pas de morale en ce qui me concerne. Vous ne pouvez pas utiliser des arguments spécieux comme ça, des arguments de foi, pour contredire les gens et ne pas assumer vos responsabilités. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous êtes incapable dans cette émission de nous dire, en tant que député, si une commission, ici, le président Macron est interpellé par des députés. Le Premier ministre Édouard Philippe fait l'objet d'audition, ainsi que le Premier ministre de la Santé Olivier Véran. Qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée? Vous êtes là à vous occuper de... Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, Aziz. On est dans le débat public. Ce n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est de nous dire s'il y aura un collectif budgétaire pour s'adapter à cette crise systémique. Nous avons des rapports avec l'extérieur. Nous avons une économie qui dépend de l'extérieur. Le Cameroun, sur son budget, a fait une hypothèse à $57. 57 dollars. Nous sommes à 20-30 dollars. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette recette? Est-ce que la dotation générale de décentralisation sera effective? Les 15% du budget, qui est une résultante du grand dialogue national. C'est ce qu'on attend de vous. Pas des histoires de Camelot, pas des histoires sur M. Ndjoko, M. Samuel Mout. On attend de vous de la hauteur, d'être au niveau du Mont Cameroun. Pas de nous parler de réfugiés. Abdelaziz Mounediba n'est pas réfugié en France. Je suis résident régulier dans ce pays. Je travaille et je suis autant citoyen camerounais que vous. Il faut arrêter votre moralisme. On vous demande d'exécuter et de mettre en place vos responsabilités. Le Premier ministre camerounais n'a reçu l'opposition qu'après un certain nombre de pressions de Camerounais, à la fois de l'opposition et de la société civile. Le fonds de solidarité que le président Biya a abondé de façon lilliputienne, je dis bien lilliputienne, 1 milliard, c'est ce qui correspond à ce que la présidence de la République du Cameroun a dépensé en fin d'année pour acheter des liqueurs, M. Samuel Mout. Vous ne pouvez pas continuer à traiter les Camerounais de manière aussi arrogante. En tout cas, vous êtes en face de Camerounais qui savent ce qu'ils veulent, qui sont citoyens et qui aiment votre pays autant que vous. C'est bien que vous ayez participé à l'opération pour les réfugiés. Moi, je ne le savais pas, sinon je l'aurais cité. Il y a des accords dans la République. Mais vous n'allez pas nous la faire. Vous n'allez pas passer le temps à nous dire qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. On sait autant que vous ce qu'il faut faire. Les 500 000 euros qui ont été mobilisés par des Camerounais à travers le monde, on dit en Douala, Dia, Diwa, d'ici Makaka, Dibomba. Une seule main ne peut attacher un paquet, M. Samuel Mout. Tous les Camerounais. Au Sénégal, M. Ousmane Sonko a été reçu par le président Macky Sall. Il a refusé de reconnaître la victoire de M. Macky Sall. Mais ils se sont donné la main. Ensemble pour résoudre le coronavirus. Donc vous ne pouvez pas continuer à nous traiter de bêtes, bêtises, à nous traiter de gens qui ne savent pas ce qu'ils font. D'accord. Alors, honorable député, vous avez écouté la réaction de Abdelaziz Moundé Ndjimbam, dont je rappelle qu'il fait partie de ceux vraiment qui se battent ici sur le sol parisien pour que l'Afrique soit émergente et pour défendre les droits de l'homme en Afrique. Il faut également dire, honorable député, avant que vous ne partiez, vous êtes très très proche de la presse, compte tenu de votre posture de communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes ami de la quasi-totalité des journalistes. Quand vous apprenez par exemple qu'un journaliste comme Eric Golf Kwachu, correspondant de Canal 2 International en France, est arrivé au Cameroun pour des raisons strictement familiales et a été, n'est-ce pas, cueilli à froid après, n'est-ce pas, 14 jours de confinement sans que personne ne sache où il se trouve. Aucune raison n'a été invoquée, aucun motif n'a été brandi. Comment réagissez-vous? Si vous aviez été Eric Golf Kwachu, penseriez-vous qu'il s'agit d'une cruelle injustice et que le gouvernement a fait preuve de beaucoup de cruauté? Que diriez-vous si vous aviez été à la place de Eric Golf Kwachu? Vous êtes très très proche des journalistes, Samuel Mout. Oh,
proximité avec les citoyens camerounais ne se limite pas seulement aux journalistes. Je veux être quelqu'un qui, effectivement, mais sincèrement, allez-y. La posture qu'il va avoir dans la vie publique, c'est effectivement, c'est la personne là pour essayer de mettre des ponts entre les individus, ceux qui ont de la peine à se comprendre. Je n'ai pas une proximité spéciale par rapport aux journalistes, mais également, je suis aussi un défenseur des droits humains. Je suis aussi un défenseur de la liberté de parole. J'ai vu tout à l'heure que Aziz, il se fâche alors que je n'ai pas fait le tiers de ce qu'ils font en ce qui nous concerne. Il faut également être avoir une posture qui puisse permettre d'admettre aussi que l'on puisse être de temps en temps critiqué. Ça ne vaut pas la peine de commencer à hurler parce qu'on a reçu pour la première fois une critique. Donc, là, pour revenir au cas du journaliste, écoutez, non. Ah, ben, ça fait partie des trucs. Moi, j'ai pas été véhément. Voilà. J'ai pas été véhément. Monsieur Motin, je peux être autant critique que vous. Je n'ai jamais. Très bien. Maintenant. D'accord, Abdelaziz, si vous avez compris, on va aborder un sujet qui vous intéresse particulièrement, Abdelaziz, vous qui défendez les droits de l'homme, les droits des journalistes. J'ai pas répondu, oui. Allez-y, honorable député, allez-y. Éric Pointou, arrivé au Cameroun, est désormais dans les geôles de la police, de la justice. Que se passe-t-il? Je ne suis absolument pour le sens de la effectivement, c'est de dire effectivement qu'il faut essayer d'éviter d'être moral dans la vie publique parce que la vie nous a donné des leçons, notamment aux gens qui pensent qu'ils détiennent un certain nombre de vérités. Maintenant, vous revenez au cas du journal qui a été interpellé. Nous sommes dans une république, monsieur. Et je me bats pour que la république puisse exister. Très souvent, quand j'ai pris des postures, des paroles, très souvent le mot de la République il est revenu dans mes lèvres. Parce que je sais que c'est le seul élément qui peut nous défendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout perdu. Je défends les règles républicaines. Dans le cas effectivement de cette arrestation, il y a une assurance qu'il faut vous donner. Il n'y a pas de Gestapo au Cameroun. Ça, au moins, c'est une vérité. Aziz, qui va extrêmement bondir tout à l'heure, effectivement, qu'il n'y a pas de Gestapo au Cameroun. Dans le cas de cette arrestation, il faut attendre que les règles républicaines puissent prévaloir. Certainement que l'administration attendez, ça se pourrait que l'administration ait des choses à lui reprocher. On va les lui notifier et il aura le temps nécessaire pour pouvoir se défendre. Et parce que là, dans la République, effectivement, il peut arriver de temps en temps que quelqu'un, même à tort, puisse vous accuser. Effectivement, que quelqu'un puisse porter le poids sur vous. Nous avons les mécanismes républicains qui vous permettent effectivement de pouvoir vous blanchir. Et dans le cadre de ce processus-là, je lui souhaite beaucoup de courage à ce jeune journaliste qui a été interpellé. J'espère qu'il y aura suffisamment des éléments nécessaires pour pouvoir le défendre. Mais on ne peut pas dire en même temps, parce qu'il est journaliste, il a le droit à tout, il a le droit à une impunité. Il n'y a pas d'impunité dans la République. Parce que si vous donnez de l'impunité à des corporations, effectivement, l'honnête citoyen, le petit citoyen que je suis, aura également des problèmes à se poser. Quand on dit qu'il y a une règle qui doit être respectée par tout le monde, y compris par moi, qui ai l'honneur de représenter aujourd'hui une communauté en tant que député de la République. Sauf que jusqu'ici, Abdelaziz Moundé, vous qui êtes journaliste, défenseur des droits de l'homme, panafricaniste, on sait quels sont les multiples combats que vous menez pour l'épanouissement, non seulement des journalistes en particulier, mais également des Africains en général. Personne ne sait ce qui est reproché à Abdelaziz Moundé, pas même ses collègues du Canal 2 international. On va parler également de la façon dont qu'il gère ce dossier Abdelaziz Moundé. Alors, première réaction à chaud, ce dossier Éric Pointou. Abdelaziz Moundé, votre réaction à chaud après avoir écouté le député Samuel Mote. Mais le député Samuel Mote parle à juste titre de République et il a raison de parler de la République. La République reste publique, ça c'est la chose publique. C'est où la loi arrête la loi. C'est où il n'y a pas de démiurge, il n'y a personne au-dessus de la loi. Ni les services de sécurité, ni les services de renseignement, ni un député, ni le président de la République. Alors, qu'est-ce qui se passe? Samuel Mote le sait. Nous avons une constitution, celle du 18 janvier 1996. Elle est claire dans son bloc de constitutionnalité, donc dans son préambule. Elle dit que le Cameroun, notre pays, le pays de Samuel Mote, le pays de Cyril Kémé, le pays d'Abdelaziz Moundé, proclame son attachement à un certain nombre de valeurs contenues dans les conventions librement ratifiées par le Cameroun, votées par les députés et promulguées par le président de la République. Quelles sont ces conventions dans le cas de l'espèce? C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et c'est le Pacte international civil relatif aux droits civils et politiques. Dans leur article 6 pour la Charte africaine et dans leur article 9 pour ce pacte-là, on dit nul ne peut faire l'objet de détention arbitraire. Je m'arrête sur arbitraire.
Parce que le code de procédure pénale, avant que M. Samuel Motte ne soit député dans notre pays, le Cameroun était présenté comme une avancée, Cyril Kémé. C'était une belle chose, conquête, à la fois démocratique, à la fois juridique. Parce que nous étions régis par le code d'instruction qui procédait du code napoléonien, qui était léonien, qui était inquisitoire. Parce que nous devions réconcilier les deux systèmes, anglo-saxons et francophones. Parce que nous l'avons fait avec nos grands juristes, préfigurés par les Mélonais, préfigurés par les Joseph Puruna, préfigurés par un certain nombre de grands juristes camerounais. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que ce code de procédure pénale est bafoué dans ses articles 218, dans ses articles 222, sur les questions de détention, sur les questions de contrôle par le procureur de la République, à Yaoundé à l'occurrence, de la garde à vue d'un jeune homme qui arrive au Cameroun le 17 mars, qui est mis sous confinement, donc sous quarantaine par le gouvernement, une mesure salutaire, et qui sort de son confinement et qui est littéralement enlevé par les forces de police, puisque aucun avocat n'y a accès, puisque le procureur n'y a pas accès. Il est sous quel régime? La détention administrative? Eh bien, il faudrait notifier. Nous ne sommes plus sous le régime des ordonnances de 60. C'est fini, ça a été aboli en 90. Le Cameroun s'est dit que plus jamais un de ses citoyens ne va être mis en cellule, dans la moindre cellule, et Cyril Kémény, sans qu'il n'y puisse avoir une justification. Parce que le code de procédure pénale, c'est précisément ce trait d'union entre ce qu'on vous reproche dès la mise en cause, dès la notification et sa sanction. C'est un instrument de mesure de la qualité et de la vitalité démocratique d'un pays. Il s'agit de ça. Et quand M. Samuel Motte parle de République, j'ai le frisson et je suis d'accord avec lui. La République, c'est justement qu'on puisse respecter la loi. Tout à l'heure, on a évoqué le ministre Tangandji, qui peut se souvenir de la loi quand il s'agit d'appel à la générosité publique, mais qui peut l'oublier, comme la France l'a fait avec ses colonies, quand il s'agit de lui-même. Il s'agit de ça concernant Eric Goff, dans le contenu de ce qui lui est reproché. Parce que nous, en investiguant et puis en ayant un certain nombre d'informations sur la question du prêt, qu'il aurait fait de sa carte de presse ou de son badge au Salon de la Culture le 22 février. Les choses sont claires. Les responsables du Salon de la Culture, qui sont de deux types, le Scomexposium, qui gère techniquement le Salon de la Culture pour le compte du Centre national des expositions et des concours agricoles, sont formelles. Les accréditations du 22 janvier ne concernaient que les journalistes titulaires d'une carte de presse avec 2 photos. En clair, M. Thiam Calibro ne pouvait pas y avoir accès par ce biais-là. Il pouvait avoir accès juste en payant le billet de 13 euros, par lequel tous les Français, toutes les personnes qui s'y sont retrouvées au parc d'exposition ont pu pénétrer l'enceinte du parc d'exposition. Que le président Emmanuel Macron a visité pendant 13 heures d'affilée, de 8h15 à 21h45. Et quand il interpelle ce président de la République, c'est comme 13 autres personnes sur le parcours d'Emmanuel Macron. En France, le président n'est pas Dieu. En France, le président n'est pas une sorte d'empereur comme ça, infaillible. Le président est interpellé dans la rue, est interpellé au salon de la République par les citoyens. Et ce Camerounais, quand il est venu interpeller, a été apostrophé par les éléments de la garde rapprochée de Macron. Et c'est Macron qui leur demande de laisser, on va discuter. Comme il a demandé qu'on laisse, il a appelé des gens qui le sifflaient à venir discuter avec lui, avec des gilets jaunes. Le seul gilet jaune qui a été exfiltré, c'est Éric Drouet, un des leaders de cette mouvance-là, parce qu'il a une réaction agressive vis-à-vis de Macron. On l'a exfiltré. Mais ces autres personnes parlaient. Eric Goff couvre en France, journaliste, reporter d'image, des manifestations du RDPC, de l'ambassade du Cameroun, comme celle de l'opposition, comme celle des activistes, comme celle de tous ceux qui revendiquent. Comment ça se fait que vous arriviez au Cameroun et que pendant 2 semaines, on ne sache pas où vous êtes? Quelle est cette République-là? Quelles sont ces lois républicaines qui l'autorisent, qui l'admettent? Nous voulons bâtir un beau pays. Nous avons un beau pays, un magnifique pays qui peut l'être encore, mais respectons la loi, puisque M. Samuel Motte parlait à juste titre de la loi, notamment pour la question de la générosité publique. Donc, c'est à ce niveau-là, on peut se rejoindre sur les principes, comme ceux de la République, mais on est distendu et on permettez qu'on puisse s'exprimer là-dessus, même peut-être pas de manière sur la question de l'applicabilité, de l'effectivité de ces lois-là. On a été coupé de Samuel Motte, député RDPC dans le NCAM, l'un des 4 départements de la région du littoral. Voilà, merci infiniment Abdelaziz Moundendimba. Vous avez parlé fort opportunément de Louis Magloire Kemayou, qui est lui aussi journaliste bien connu sur la place parisienne. Et vous avez également fait remarquer qu'il se bat pour le bien-être des journalistes africains en général et camerounais en particulier ici à Paris. Il a suivi de bout en bout votre débat suffisamment houleux avec le député Samuel Motte. Avant que vous ne partiez, Abdelaziz Moundendimba, nous allons nous assurer que notre sentinelle, Louis Magloire Kemayou, est bel et bien
en notre compagnie déjà. Lui, Magloire, bonjour. Bonjour Cyril, je suis tout à fait en train de vous écouter et donc je suis disponible pour la suite des échanges. Voilà, merci. Nous remercions déjà Samuel Motte, le député RDPC. Avant que vous ne preniez définitivement congé de nous, Abdelaziz Moundé Ndimbam, vous avez entendu la réaction de Samuel Motte tout à l'heure lorsque je lui ai posé la question de savoir où est passé Paul Biya. Il a répondu, l'air plutôt serein. Il est confiné là où il doit être confiné. Et semblait également dire qu'il travaille comme de bien entendu. Comment pouvez-vous réagir à ces propos? Alors, évidemment, j'ai évoqué la question du président Paul Biya, en disant de manière très, très claire. Et pour moi, le président Paul Biya doit assumer l'entière responsabilité que lui confère et enjoint la Constitution, puisqu'il définit et conduit la politique de la nation. Il a également la responsabilité de représenter l'État, notamment dans une période aussi grave, triste de l'histoire du monde, même pas simplement du Cameroun, une crise systémique qui a des implications qui seront sismique sur l'économie camerounaise, sur la vie du Camerounais, qui va impacter la vie camerounaise. Cyril, nous sommes dépendants de l'extérieur, nous sommes dépendants de nos relations avec la Chine, premier partenaire commercial, 5e client du Cameroun, nous sommes dépendants de nos relations avec la France, nous sommes dépendants de nos relations avec l'extérieur de manière générale. Comment on va faire? Tout à l'heure, c'est pour ça que j'interpellais le député Samuel Motte sur le rôle du Parlement dans cette période de crise. Est-ce qu'il va avoir un collectif budgétaire? Est-ce qu'on va auditionner un certain nombre de ministres et le Premier ministre sur la manière dont on a géré la crise? Et in fine, est-ce que les députés camerounais, notamment la majorité, vont demander que le président puisse s'exprimer comme les autres de l'opposition qui jouent leur rôle d'intermédiaire entre le gouvernement et le peuple, comme ces Camerounais qui ne font que crier, mais vraiment qui lancent des cris d'orfraie, qui lancent des cris, comme on dit, d'enfants, puisqu'on dit que c'est le père de la nation, pour que le président s'exprime. Si Nana Addo, si Macky Sall, si Idriss Déby, si Ali Bongo, qui est même convalescent, s'exprime, je ne vois pas pourquoi le président Paul Biya va rester confiné. Aujourd'hui, il y a des moyens de communication. Ali Bongo l'a démontré, il fait des conseils de ministres en visioconférence, en téléconférence. Le président Paul Biya peut le faire. Nous voulons un Cameroun désormais un président qui préside, pas un président qui règne. Un président qui assume l'effectivité de son pouvoir. C'est ce qu'on veut dans notre pays comme dans les autres pays. Ce n'est pas une comparaison qui serait raison, mais simplement une comparaison qui fait sens. Abdelaziz Moundé, merci infiniment. Vous allez repartir peut-être sur la pointe des pieds parce que vous allez écouter la suite de cette émission en stand-by. Parole sera à présent donnée à notre sentinelle, Louis Magloire Komayou. Non, sans vous avoir remercié d'avoir accepté de participer à cette émission. On ne se fait pas de cadeau du Diaf Radio. Votre protagoniste, c'était, j'ai failli dire votre adversaire, plutôt vous étiez deux protagonistes, votre adversaire, entre guillemets, c'était bien Samuel Motte qui est très très affairé à Yaoundé. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, Abdelaziz Moundé Ndimbam. Merci d'avoir été en notre compagnie sur Diaf Radio dans On ne se fait pas de cadeaux. Diaf Radio, la chaîne qui brise les chaînes.